Tout pour investir, le déchiffrage. Avec Vincent Grard de Trade République. Bonjour, merci d'être avec nous. Gustave Sanden de Colbert. Bonjour Antoine. Merci, comme tous les lundis, on va un petit peu faire le sum-up de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et sur ce début de semaine. Reprise de la prime de risque géopolitique. Ok. Il s'est passé quelque chose vendredi soir. Du côté de Wall Street, on ne peut pas ne pas en parler. Une baisse de 4,2% du Nasdaq. Ça a vraiment craqué du côté de la techno. On a senti un retournement de marché, alors qui était d'ailleurs contigu pendant toute la semaine avec la baisse du Bitcoin. Les 60 000 $ ont bien tenu. On est remonté à 63 000. Ça a un petit peu rebondi ce week-end. Gustave Sanden, est-ce qu'il y a un changement de sentiment du côté de Wall Street? Est-ce que cette grande peur de ça va craquer côté intelligence artificielle et côté tech, est-ce que c'est pas en train de se matérialiser? Ou alors est-ce que c'est vraiment un coup de semonce d'un air de dire méfiez-vous, on va s'en tenir là pour le moment, mais il y en a sous la pédale parce qu'on a besoin d'argent frais pour participer à l'intro de SpaceX, pour anticiper le futur, mais en gros, on en a sous la pédale pour vendre. Vous avez cité pas mal d'éléments en introduction qui posent un contexte quand même difficile à lire. Ouais. Si je devais en retenir un qui a peut-être été le catalyste de la semaine dernière, c'est probablement la publication sur l'emploi américain qui a été nettement supérieure à ce qui était attendu. On était à 156 000 créations versus un tout petit peu plus de 100 espérés. Et ça, c'est le baromètre, le thermomètre pour les taux. Et les taux, c'est le thermomètre de l'économie et des valos dans leur ensemble. Donc clairement, le lien de cause à effet s'est fait là. Maintenant, dans quel contexte un peu plus moyen terme ça s'inscrit? Ça s'inscrit après quand même 9 semaines exceptionnelles. C'est le 16e plus gros rallye sur les 9 semaines depuis 1950, pour vous donner un ordre d'idée. Plus de 19% de performance embarquée sur 9 semaines. Donc, qu'il y ait une réaction un peu épidermique, une respiration profonde, mais une respiration tout de même après ce rallye-là, pour l'instant, ça ne me paraît pas non plus complètement catastrophique ou alarmant. Alors, ça ne paraît pas alarmant ni pour vous, ni pour la plupart des observateurs. C'est juste que cette respiration, elle est archi brusque, archi soudaine, et qu'on a l'impression que ça a débouclé tout un tas de trucs d'un coup. Et quand on parle depuis quelques semaines d'un risque de crevaison de bulle, évidemment, c'est pas très très bon augure tout ça, Vincent Grard. Moi déjà, j'aime pas la notion de bulle sur l'IA. J'y adhère pas personnellement. Il y a débat, c'est vrai. Quand on compare ça à la bulle Internet des années 2000, on n'a pas du tout les mêmes configurations. Là, on est sur des boîtes quand même qui ont des chiffres d'affaires exceptionnels, avec des taux de marge à 80%. On n'est pas sur des coquilles vides. Je suis d'accord. Simplement, au bout de la chaîne, parce que tout ça, évidemment, c'est une chaîne de financement. On le sait, on en a beaucoup parlé d'ailleurs de ce côté circuit fermé, etc. Mais au bout de la chaîne, on a quand même des patrons de Sam Altman d'OpenAI, le patron d'Anthropic. Enfin, dans leurs déclarations, c'est des gens qui, ouvertement, nous disent on ne sait absolument pas où on va. Donc, je veux bien que ce soit sonnant trébuchant. OK, les chiffres d'affaires, les revenus, les perspectives bénéficiaires et ce qu'on va faire, comment les choses vont s'enchaîner dans les prochains mois, ça, ils n'en ont pas une idée raisonnable, quoi. Pour moi, c'est ça en tout cas, la vraie question pour les investisseurs, c'est combien d'années de résultats ou de chiffres on est prêt à valoriser la boîte. C'est ça. Pour moi, c'est la seule question qui vaille en ce moment sur les sujets d'IA. Jusqu'à maintenant, on était prêt à valoriser les boîtes 5, 10, 15 ans de résultats ou de chiffres. Peut-être que ça va changer et c'est ce qui va entraîner un retournement. Pour moi, la baisse de la semaine dernière aussi, c'est surtout la publication des résultats de Broadcom qui était... ça a été un facteur déclencheur, ça, peut-être. Ça a entamé déjà une baisse directe du titre jeudi, qui a été confirmée vendredi, mais encore une fois, on est sur une société qui a un taux de marge de c'est plus 77%, qui a des résultats qui sont supérieurs aux attentes, mais qui ne sont pas suffisamment exceptionnels pour convaincre le marché de continuer. Donc c'est tout là le vrai sujet. Ouais, c'est assez curieux. Et puis, au-delà de ça, derrière, il y a évidemment... beaucoup d'observateurs à Wall Street qui disent il y a des positions à solder parce qu'on a besoin de cash pour quoi faire, pour participer à l'introduction de SpaceX. Alors, c'est le grand buzz du moment, évidemment, et puis, fondamentalement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, tant
plus il y a des pubs pour tout un tas de produits qui fleurissent en ce moment pour s'y exposer sans vraiment s'y exposer. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Enfin, il y a une vraie frénésie, tout le monde veut en être. Est-ce qu'il n'y a pas justement le phénomène qu'on craignait des vases communicants, à savoir on va tout solder ce qui a bien monté là, ces derniers temps. Même l'or n'est plus qu'à $4 316. Hein. Il y a eu une grosse correction aussi ces derniers jours de $200. On a besoin de munitions pour aller investir du côté de la nouvelle aventure d'Elon Musk. Bah, c'est un peu notre fil rouge depuis quelques semaines. On la prépare, cette IPO. Il y a ceux qui veulent s'y préparer. Donc fin de semaine théoriquement, hein, ce serait jeudi, vendredi. Exactement. Il y a ceux qui veulent donc s'y préparer, vous l'avez dit, et il y a ceux qui n'ont pas le choix. Et ça, c'est ce qu'on dit aussi depuis quelques semaines, c'est notamment les ETF. Et il va y avoir un rebalancement de la composition des indices, et notamment du Nasdaq, qui est quand même pas complètement naturel. C'est-à-dire qu'une entreprise passe de introduction en bourse à Nasdaq, c'est normalement, il y a des étapes intermédiaires. On est dans un monde qui a quand même radicalement changé. J'ai déjà dit ici, c'est-à-dire un marché des capitaux privés qui crée des boîtes de cette taille, et de l'autre, une raréfaction des IPO avec du coup des méga IPO qui font qu'on arrive à la cote directement dans un indice. Et quand on sait l'importance qu'ont pris les ETF indiciels ces dernières années, ça va faire bouger les capitaux, clairement. D'autant que le Nasdaq a dit ouais, ok, procédure accélérée, comme ça vous rentrez tout de suite. Le S&P a dit non, vous Elon Musk ou pas, vous allez attendre comme tout le monde 12 mois, histoire qu'on ait une valorisation raisonnable, et ensuite vous intégrerez le S&P 500 ou pas. Mais déjà, il y a un petit sursis, mais voilà. Tout ça pour 5% de flottant. Oui, on le rappelle, hein, voilà. C'est pas grand-chose. Donc c'est aussi là un aménagement et une simplification des procédures qui a été permise par le Nasdaq. Mais donc, c'est quand même un vrai élément perturbateur. A priori, je pense que quand même, ce qui s'est passé sur les taux et sur l'emploi a plus servi de catalyse, parce que quand on est sur une trajectoire de croissance des résultats, comme Vincent l'a rappelé, dès lors qu'on a un taux d'actualisation de ces cash flows futurs qui est légèrement modifié, ne serait-ce que si on est dans une logique pure financière arithmétique, il y a sanction immédiate. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, cette explication me va bien. Maintenant, effectivement, ce qui va se passer avec SpaceX, ça va être un rebalancement. Mais pour le coup, on le sait depuis quelques semaines. Alors, c'est ça. Et puis, il y a une question d'ailleurs très intéressante que Wilfried Galland de Montpensier à Arbevel ouvrait ce matin en matinale dans Good Morning Business avec Laure Closier. C'est l'intro de SpaceX, pas de souci, ça va avoir lieu, ça va redéfinir un certain nombre de choses. Mais cela dit, une intro de SpaceX avec des taux qui grimpe bien au-delà de 4% maintenant, et une introduction qui se passe à 3,5%, mais c'est pas la même chose. Les capitaux futurs, les dynamiques futures, elles commencent à être grévées par ce contexte de taux. Et encore une fois, l'Amérique économique, elle fonctionne bien, elle crée plus d'emplois que prévu. Aucune raison de baisser les taux, qu'on s'appelle Kevin Warsh, qu'on ait de la pression politique ou pas. Là, ce serait la pire des bêtises de baisser les taux dans le contexte actuel, Vincent. Là, la probabilité est proche de zéro. En effet, ces résultats du NFP sont une très bonne nouvelle pour l'économie, et ce, malgré le fait que tout le monde annonçait que l'IA allait accélérer les licenciements et ainsi de suite. On se rend compte que ce n'est pas énormément le cas. Non. Derrière, vous avez aussi le contexte géopolitique qui met un peu de tension, mais ça ne se ressent pas sur les chiffres de l'emploi. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, en effet, le marché sanctionne le fait qu'il n'y aura pas du tout de baisse des taux côté Fed, voire même une hausse. On est à 80% de chances de hausse sur le prochain discours. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de venir calmer l'inflation. Après, on rappelle encore une fois que aucune banque centrale n'a fait baisser le prix du pétrole en augmentant ses taux. Non, mais ils font avec les armes qu'ils ont. Bah oui. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle économique, c'est une moins bonne nouvelle pour les investisseurs, mais encore une fois, ça va. Le Nasdaq est quand même encore à, je ne sais plus, 15%, il me semble, en year-to-date, donc depuis le début de l'année de performance. Le S&P à autour des 7%. Au final, il n'y a que le CAC 40 qui a la traîne à peine un petit % de hausse cette année. Donc
voilà, une petite respiration, ça fait du bien aussi. Ça fait prendre conscience aux gens que les marchés montent pas en permanence. On est sur un rythme naturel. Et qu'il y avait des bénéfices à prendre sans doute aussi. Tiens, un titre qui a souffert de pas mal de prises de bénéfices, alors que ça a été encore l'année dernière une histoire absolument extraordinaire, c'est Ferrari. On va reparler de la Luce dont on a parlé pendant des semaines en disant qu'elle était horrible, en disant ceci, cela. Enfin, excellent coup de pub de la part de Ferrari parce que tout le monde en a parlé. Maintenant, ce truc est devenu rarissime et très demandé et c'est peut-être finalement ce que Ferrari attendait, Vincent Gras. Alors, comme tout produit, il y a une loi de l'offre et de la demande. On peut penser ce qu'on veut de ce design minimaliste qui a été fait par le créateur de l'iPhone. Je ne vous donnerai pas mon avis de passionné automobile. Je pense que vous n'avez pas envie de l'entendre. Le mien non plus. Enfin, bref. Le sujet, en tout cas, c'est que ça a aussi fait décaler les concurrents de Ferrari dans leur mise en place des véhicules électriques. On a, je crois, Lamborghini qui a dit... décaler le projet de 2028 à 2030. Voilà, cette voiture fait la rareté. On en parlait un tout petit peu avant l'émission, si tu veux dire un mot, Gustave, mais le sujet que les gens y vont aussi pour se mettre dans les listes d'attente de Ferrari pour pouvoir acheter d'autres modèles derrière, c'est quand même un concept assez incroyable. Alors, fun fact, c'est nos confrères de l'automobile propre, les spécialistes de l'automobile électrique, qui ont levé ce lièvre. Ferrari pourrait passer des provisions absolument colossales sur cette Luce, parce que c'est des modèles de pré-série. Simplement, comme ce n'est pas une supercar, une hypercar, une voiture de sport comme Ferrari a l'habitude de les construire, c'est-à-dire que c'est une berline à 5 places, eh bien, merci l'Europe, elle va devoir passer les tests Euro NCAP. Ce qui fait qu'ils vont devoir réserver 15 ou 20 exemplaires à 500 000 € pièce, à démolir à coup de crash test. Et ça, c'est la première fois que ça va arriver à Ferrari. Ça pourrait avoir un impact économique, alors peut-être rendre l'automobile finalement encore plus désirable. Oui, voilà, il y a tout un tas de fantasmes, il y a tout un tas d'accidents. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça a fait le buzz, vous l'avez dit en introduction, et donc en sa mission accomplie, ça reste une voiture qui va être peu produite, 2500 exemplaires. Et effectivement, moi, ce qui m'a le plus amusé, c'est qu'en fait, ce qui aujourd'hui... à relancer un peu le titre, puisqu'au lancement, on prend moins 8,5 quand même. Ouais. C'est plutôt la confiance du marché dans les aficionados de la marque à finalement soutenir Ferrari dans cet effort, non pas par conviction pour le design ou pour l'électrification, mais effectivement pour remonter dans la fameuse shortlist, vous savez, qui est très confidentielle, qui vous permet d'avoir accès au futur SP3 ou autres modèles thermiques. Donc, bien sûr, c'est un petit peu grotesque si c'est le cas. Et d'ailleurs, Ferrari fait tout pour dire non, attention, vous n'allez pas être bien scoré sur la liste parce que vous achetez une Luce. Mais pour autant, c'est effectivement ce qui se joue. Donc, je trouve ça assez amusant de voir que finalement, la rareté, c'est comme chez Rolex. Parfois, il faut acheter une Datejust pour être mieux placé pour sa Daytona. C'est exactement ça. Et ça suit cette logique. Dernier petit mot, Vincent Gras, vous vouliez en parler. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Les casinos de Vegas. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un phénomène assez intéressant. Le nombre de visiteurs est en chute. Il n'a jamais été aussi faible si on exclut le Covid, évidemment. Mais en tout cas, depuis la période du Covid, ça n'a pas repris dans les niveaux d'avant-crise. Comment ça se fait ? Mais en même temps, les casinos font des profits records actuellement. Donc en fait, il y a un positionnement qui est en train de s'établir à Vegas. Une forme de premiumisation ? Exactement, avec notamment aussi le circuit de F1 et ainsi de suite. Ouais. Donc ils se retournent sur ce qu'on appelle les baleines, les très gros parieurs, plutôt que la masse en fait. Donc ils se retournent vers des événements très premium pour attirer les gros parieurs. Le fun fact là-dedans, c'est qu'il y a une théorie qui dirait que... suite à la mise en place d'Ozempic, vous savez, le médicament qui permet aux gens de maigrir, qui agit notamment sur le taux de dopamine, ça ferait baisser l'envie de jouer à ceux qui en prennent. Non ! Donc ça, c'est un sujet que je vais suivre assez personnellement, parce que c'est très, très drôle quand même d'avoir cette conséquence
sur cette action du médicament. Ça dérègle la fièvre du pari. Potentiellement. De l'argent. Il n'y a pas d'études scientifiques encore sourcées, mais c'était une théorie qui était avancée. C'est voilà, à suivre dans les prochaines semaines, mois. Ah bah oui, absolument. Vincent Grard, Trade République, excellente observation. Gustave Sanden de Colbert, merci d'avoir été avec nous pour commenter encore une fois cette actualité passionnante.